Lisbonne, Portugal, une ville imprégnée d'une riche histoire et d'une culture vibrante, sert de toile de fond à ce crime véridique déchirant d'une vie prometteuse, brutalement écourtée. Après des jours d'apparition sur les actualités nationales en tant que personne disparue, la jadis vibrante Béatrice Lebert a été tragiquement découverte dans une rivière dans un état de décomposition si avancé que des dossiers dentaires ont été nécessaires pour confirmer son identité. Les marques sur ses mains montraient clairement qu'elle avait tenté de se défendre. Il y avait aussi des blessures à sa tête. Qu'est-ce qui a conduit à une telle violence? Qui lui avait fait ça? Et pourquoi? Accompagnez-moi alors que je vous guide à travers la série d'événements qui ont abouti à cet incident déchirant et les conséquences qui ont suivi. Béatrice Lebert est née le 7 juin 1997 d'Elva, une petite ville nichée près de la frontière espagnole. En grandissant, elle a développé une passion pour la musique, la littérature et l'altruisme. Elle était l'unique enfant très aimé de Paula et des Carlos Lebert. Elle était une pianiste douée et une lectrice assidue, avec un vif intérêt pour la psychologie et le comportement humain. Béatrice rêvait de devenir psychologue. Dans la poursuite de ce rêve, elle a déménagé à plus de 100 miles de distance à Lisbonne et a commencé à étudier la psychologie à l'Institut universitaire de Lisbonne. Elle vivait dans l'appartement de son oncle, à Chili, avec son cousin. Après avoir réussi son baccalauréat de 3 ans, elle a décidé de poursuivre ses études et s'est inscrite à un programme de maîtrise en psychologie sociale et organisationnelle. Pour compléter ses revenus, elle travaillait à temps partiel dans un magasin Disney. Béatrice était une personne sociable qui se faisait facilement des amis. Elle était bien connue parmi ses professeurs, ses camarades de classe et même les clients de son lieu de travail. Vendredi 22 mai, Béatrice était absente de manière inattendue lors d'une présentation de groupe en classe. Cela a été un choc pour tout le monde car elle était reconnue pour son dévouement et sa fiabilité, ne manquant jamais une classe. Ce qui était encore plus inhabituel, c'est qu'elle n'a contacté personne pour expliquer son absence. Le jour suivant, la mère de Béatrice, Paula Lebert, a reçu un appel de Ruben Codo, un ami de sa fille. Il a exprimé son inquiétude de ne pas pouvoir contacter Béatrice. Juste après avoir raccroché avec Ruben, Paula a tenté de contacter sa fille, mais en vain. Carlos, le père de Béatrice, a rejoint Paula à Lisbonne. Ils ont réussi à obtenir ensemble les clés de l'appartement de Béatrice. Béatrice partageait l'appartement avec sa cousine. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus disease, sa cousine était en isolement chez elle, la laissant vivre seule. En arrivant à l'appartement de Béatrice, ses parents ont été agréablement surpris de trouver Ruben Codo déjà là, les attendant à l'entrée. Ils sont entrés ensemble dans l'appartement et ont remarqué que la lumière principale était allumée et qu'il y avait des assiettes sur la table à manger, donnant l'impression que Béatrice reviendrait bientôt. Cependant, ils ont trouvé son portefeuille et son téléphone portable sur la table, des objets qu'elle ne laisserait pas si elle était pressée. Cela les a alarmés. Paula a supposé que Béatrice est partie précipitamment, laissant derrière elle des objets essentiels. Mais la question restait, où pourrait-elle être? Tout le reste dans l'appartement semblait propre et en ordre, sans aucun signe de jeu déloyal. Donc, initialement, ses parents ont convenu qu'elle avait effectivement dû partir de son propre gré et qu'elle reviendrait bientôt. Cependant, malgré ce qu'elle a révélé en surface, l'intuition de Paula lui disait que quelque chose n'allait pas du tout. Ils se sont empressés d'aller à la police de sécurité publique du Portugal, pour signaler une personne disparue. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, les individus sont généralement tenus d'attendre 24 heures avant de déposer un tel rapport, sauf s'il y a des preuves ou une forte suspicion d'un crime. Cependant, l'appartement de Béatrice ne montrait aucun signe d'effraction ou de lutte. Le 24 mai, 24 heures se sont écoulées sans aucune nouvelle ou signe de Béatrice. Ses parents anxieux ont à peine dormi et se sont de plus en plus inquiétés au fil des heures. Pendant ce temps, ils ont été soutenus par son ami Ruben Codo. Voyant les parents dans une telle détresse, Ruben a ouvert un groupe WhatsApp pour lancer la recherche de Béatrice, invitant tous ceux qu'il pouvait trouver qui la connaissaient peut-être. De sa famille, ses amis ou ses connaissances, il a organisé des groupes de recherche et partagé régulièrement des mises à jour avec tout le monde. Au fil des jours, et sans signe de Béatrice, ses parents craignaient qu'elle ne soit perdue, kidnappée, ou pire. Paula se demandait si une note de rançon allait apparaître. Toute mise à jour maintenant serait un soulagement.
Ce cas a commencé à attirer l'attention des médias nationaux avec des reporters et journalistes parlant de Béatrice partout. Ses parents espéraient que cela sensibiliserait le public et que quelqu'un, quelque part, se manifesterait avec des informations sur son lieu de résidence. Pendant tout cela, la police menait sa propre enquête. Ils ont vite annoncé qu'ils détenaient leur suspect principal. Ce qui a absolument choqué tout le monde, c'est que le suspect n'était autre que l'ami de Béatrice, Ruben Kodo. Paula pensait d'abord que c'était absurde. Mais un homme qui aidait plus que quiconque, rassemblant les gens, dirigeant des groupes de recherche et mettant tout le monde à jour via WhatsApp, était maintenant harcelé par la police. Quelle rage! Paula se sentait mal pour cet homme. Elle savait que Béatrice connaissait Ruben depuis le début de son master et il semblait plus inquiet et désespéré de la trouver que quiconque. Quel pourrait être le malentendu qui a conduit la police à arrêter Ruben? Il s'avère que lorsque la police enquêtait sur la disparition de Béatrice et interrogeait les personnes qui la connaissaient, ils ont appris de ses amis que Ruben l'appréciait beaucoup, plus comme obsédé par elle. Il cherchait constamment sa compagnie et voulait qu'elle passe du temps avec lui et seulement lui. De plus, en ayant accès aux messages sur son téléphone, il semblait que Béatrice et Ruben étaient plus que de simples amis, et cela suffisait pour obtenir un mandat de perquisition pour son appartement. Ils y ont trouvé des preuves accablantes pour le confronter, mais nous en reparlerons. Ruben Kodo lui-même était un homme de 24 ans, bien aimé, décrit par beaucoup comme amical, intelligent et parfois flirtant. Comme Béatrice, il avait un vif intérêt pour la littérature et la musique et étudiait également pour son master en psychologie sociale. Il a écrit avec affection de son travail bénévole humanitaire au Mozambique et a même publié des articles dans les journaux locaux. Ce que Paula et Carlos ignoraient, c'est que la police avait de bonnes raisons de le soupçonner. Lorsqu'ils ont amené Ruben Kodo dans la salle d'interrogatoire, ils lui ont parlé pendant des heures, lui montrant lentement les preuves qu'ils avaient rassemblées pour évaluer sa réaction et obtenir une confession. Ils lui ont montré le téléphone portable de Béatrice qui révélait qu'ils avaient été en contact pendant les derniers jours et qu'il était la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ils lui ont également montré les traces de sang qu'ils ont trouvées dans l'appartement de Béatrice. Des traces qui étaient indétectables à l'œil nu, mais qui étaient visibles sous la lumière ultraviolette. Le voisin de Béatrice avait également mentionné avoir vu des gouttes de sang dans les parties communes de l'immeuble, mais à l'époque, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention et les avait simplement essuyées. Ruben a nié toute implication, affirmant qu'il était simplement un ami de Béatrice et qu'il était extrêmement inquiet pour elle. Les enquêteurs perdèrent leur temps alors qu'il pourrait être là-bas, comme lui, à diriger des équipes de recherche et à essayer de la localiser. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait cette nuit-là, il a dit qu'il avait effectivement passé du temps avec elle, mais qu'il s'était en séparé cette nuit-là en bons termes. Il a dit qu'il était maintenant inquiet pour elle et n'avait aucun motif ou raison de lui faire du mal car il tenait beaucoup à elle. Cependant, lorsque les enquêteurs ont présenté le sang qu'ils ont trouvé dans la voiture de son père dans son appartement et que l'acide désoxyribonucléique correspondait à celui de Béatrice, un autre Ruben est apparu. Maintenant confronté à une preuve irréfutable et étonnamment confronté d'une manière qu'il ne pouvait imaginer, il a avoué. Le 21 mai 2020, Ruben a récupéré Béatrice de son appartement à Lisbonne et ils ont conduit jusqu'à la maison de ses parents à environ 15 miles de là. Ses parents étaient absents et ils avaient la maison pour eux seuls. Ils ont passé la nuit là-bas et le lendemain, ils sont rentrés à Lisbonne vers 1h de l'après-midi. Ce soir-là, Béatrice avait prévu de rencontrer quelques amis qui étaient aussi ses camarades de classe. Ils avaient un projet de groupe à présenter le lendemain et ils voulaient de passer en revue les détails et s'amuser un peu. Béatrice a dit à Ruben qu'elle ne pouvait pas le voir ce soir-là et qu'elle rentrait chez Elvis le lendemain pour rendre visite à ses parents et à son petit ami. Ruben n'était pas content de cela. Il voulait passer plus de temps avec Béatrice et n'aimait pas l'idée qu'elle soit avec d'autres personnes, surtout son petit ami. Il a essayé de la persuader de changer ses plans, mais elle a refusé. Elle a mis les points sur les i et lui a dit qu'ils étaient juste amis et qu'ils devaient accepter cela. Peut-être que c'est cela qui l'a déclenché, un rejet pour un autre homme qu'il ne pouvait accepter, car ce qu'il a fait ensuite était, en un mot, répugnant. Ruben a dit qu'il se sentait rejeté et en colère. Il a décidé de prendre les choses en main. Il a pris une matraque en fer chez lui et a conduit jusqu'à l'appartement de Béatrice.
Il a dû passer par un pont à péage où il a volontairement payé en espèces pour éviter d'être retracé. Il savait que Béatrice allait être seule parce qu'elle lui avait dit que sa cousine était rentrée chez elle. Ruben avait aussi mis son téléphone en mode avion par précaution. À son arrivée, il est sorti de son véhicule, dissimulant la matraque à la vue. Il a ensuite sonné à la porte. Béatrice, surprise par sa visite inattendue, l'a accueilli à l'intérieur. Ce récit concorde avec le rapport de police qui n'a relevé aucune preuve d'effraction. Dès que la porte s'est fermée derrière eux, Ruben a lancé une attaque brutale sur Béatrice avec sa matraque. Il l'a frappée à plusieurs reprises. Elle a fait de son mieux pour se défendre et a couvert son visage et sa tête avec ses bras. Mais Ruben l'a dominée. Il l'a frappée durement à la tête 5 fois. C'était si violent que Béatrice était morte sur le coup. Une fois que Ruben s'est calmé et a pris conscience de ce qu'il venait de faire, il a paniqué et a décidé qu'il devait trouver un moyen de dissimuler cela et de se débarrasser de son corps. Il a passé les 5 heures suivantes dans son appartement, nettoyant méticuleusement le sang et les preuves. Il a également envoyé un message depuis le téléphone de Béatrice à l'un de ses amis, prétendant qu'elle était trop fatiguée pour les rencontrer. Il a attendu jusqu'à tard dans la nuit et, profitant de la couverture de l'obscurité, a porté le corps de Béatrice sur son dos jusqu'à sa voiture. Il a conduit jusqu'à la rivière Tejo, la plus longue rivière de la péninsule ibérique, et a jeté son corps. Il est ensuite rentré chez lui, agissant comme si rien ne s'était passé. De retour à l'interrogatoire, Ruben a commencé à craquer sous la pression et a commencé à sangloter. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, qu'il l'aimait et qu'il voulait seulement être avec elle. Il a dit qu'il était initialement allé à l'appartement pour lui parler, mais qu'elle l'a de nouveau rejeté et lui a dit de partir. C'est à ce moment-là qu'il a perdu le contrôle et l'a frappé avec la barre dans un accès de rage. Il a dit qu'il avait paniqué et qu'il avait essayé de se débarrasser des preuves et du corps. Il a dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il aurait aimé pouvoir revenir en arrière. La police lui a demandé ce qu'il avait fait du corps et il leur a parlé de l'endroit exact dans la rivière où il a enveloppé le corps dans une couverture, l'a attaché avec une corde et un poids et l'a regardé couler. Il a dit qu'il espérait que le corps ne serait jamais retrouvé et qu'il pourrait oublier ce qu'il avait fait. La police, accompagnée de Ruben, a lancé une opération de recherche le long de la rivière Taito. Après plusieurs jours de recherche acharnée, utilisant des bateaux, des plongeurs et des drones, ils ont finalement découvert le corps de Béatrice à environ 2,5 km en aval de l'endroit où Ruben l'avait jeté. Le corps était dans un état de décomposition avancé, mais a été positivement identifié comme étant celui de Béatrice grâce à ses dossiers dentaires. Les preuves médico-légales ont confirmé qu'elle était morte suite à un traumatisme crânien grave causé par un coup violent et elle avait des blessures de défense sur ses mains, indiquant qu'elle s'était défendue. La police a inculpé Ruben de meurtre au 1er degré et de dissimulation de cadavre et l'a emmené en prison où il attendrait son procès. La nouvelle de la mort de Béatrice a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. Ses amis, camarades de classe et collègues ont été dévastés, incapables de comprendre qu'elle avait été assassinée par quelqu'un qu'ils connaissaient tous et avait même participé à la recherche d'elle. Une veillée a été organisée en sa mémoire et les réseaux sociaux ont été inondés de chagrin et de souvenirs de Béatrice. La trahison de Ruben n'a fait qu'amplifier leur chagrin. Lui et sa famille ont été accablés de messages sur les réseaux sociaux. Il était l'homme le plus détesté au Portugal. Ruben a été accusé de meurtre, de profanation d'un tribunal et de simulation d'un crime. Il a déjà été placé en détention provisoire en attendant son procès. À un moment donné, il a été agressé par un autre prisonnier et a également tenté de mettre fin à sa vie. On lui a proposé une aide psychologique, qu'il a refusée. En attente de son procès, il est sous surveillance pour risque suicidaire. Cependant, le dimanche 20 juin 2020, quelque part entre 10h du soir et 11h du soir, il s'est pendu dans sa cellule avec son drap de lit et a laissé une note derrière lui dans laquelle il s'excusait pour ses actions et exprimait son incapacité à vivre avec la culpabilité. La mère de Béatrice a exprimé ses condoléances à Rubens sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle avait de l'empathie pour sa famille parce qu'ils avaient eux aussi perdu un enfant. De plus, elle voulait mettre fin à la haine qui était sur les réseaux sociaux. Il y avait une quantité écrasante de haine contre Rubens et de célébration autour des nouvelles de sa disparition que Paula voulait contrer ses réactions haineuses par une de paix et d'amour. Elle a écrit, je cite, «
Ruben est un garçon normal de 24 ans qui pourrait très bien être mon fils. Je dois donc rendre hommage à sa famille. Elle a également dit qu'elle regrettait qu'il ait pris sa vie car cela a affecté sa propre clôture. Citation, j'aurais dû lui parler. C'était le moins qu'il aurait pu faire. J'avais besoin de réponses. Le cas de Béatrice Lebert a été officiellement clos, mais les questions demeuraient. Qu'est-ce qui a poussé Ruben à commettre un acte aussi violent? Comment a-t-il réussi à cacher son côté sombre à tous ceux qui le connaissaient? Après la mort de Béatrice, sa famille et ses amis se sont efforcés de garder sa mémoire vivante. Ils ont organisé des concerts et des lectures en son honneur et ont créé une bourse d'études à son nom pour soutenir les étudiants aspirant à étudier la psychologie. Ils ont également sensibilisé le public à la violence contre les femmes et à la santé mentale, encourageant les gens à chercher de l'aide s'ils se trouvaient dans une situation similaire. La tragique histoire de Béatrice Lebert nous enseigne pourquoi il est important de contrôler nos impulsions, d'apprendre à respecter les décisions des autres, même lorsqu'elles vont à l'encontre de ce que nous désirons, et de ne pas être submergés par nos pensées et émotions sombres. Je vous laisse avec une vidéo de Béatrice Lebert telle qu'elle aurait peut-être souhaité être rappelée en train de jouer du piano. Qu'elle trouve la paix éternelle et que sa musique continue de résonner à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'autres exemples de mon travail sont disponibles à l'écran. Merci.